Vous voyez un peu l'idée. Donc, je ne voyais pas que le port autonome de Cotonou. Moi, je voyais l'ensemble du pays. Parce qu'au fait, a priori, vous me direz, je n'ai pratiquement aucun lien avec la marine militaire. Pourquoi cela? Si j'arrive à mettre au point un système performant et que d'autres structures du pays peuvent en bénéficier, pourquoi pas? Et c'est ce qu'il faudrait pouvoir faire pour que ce pays-là soit développé. Voilà, vous n'avez pas eu le temps de faire. Vous avez échoué en temps en prison. Alors, avez-vous l'impression qu'il y avait la main de politique derrière tout ce qui vous est arrivé? Je vais vous dire une chose. Je suis un croyant. Oui. Et je dis ce qui doit arriver, ce qui est écrit, aucun homme ne peut l'effacer. Seulement, c'est dommage. Parce qu'on dit, écoutez, ce malheur, certes, il va arriver, mais gare à celui par qui cela arriverait. Je crois que c'est tout. Mais moi, je ne m'attaquerai pas aux gens. Ce n'est pas un problème. Je voudrais que chacun fasse son examen de conscience, qu'il réfléchisse. Badarou avait-il bien travaillé? Était-ce à cause de ça qu'on voulait le faire partir? Y avait-il d'autres raisons pour qu'on le fasse partir de là? Je voudrais que chacun réfléchisse à la chose. Mais ce qui est dommage, c'est un peu cette procédure-là. C'est un peu cette procédure. Parce qu'après le port, je vous dis, beaucoup de choses s'étaient passées. Entre-temps, j'avais demandé mes congés. J'étais malade. On m'a appelé pour dire, écoutez, c'est à la radio quelqu'un qui a appris, qui m'appelle, qui me dit, voilà, on t'a appelé pour dire, si tu ne viens pas, tu seras considéré comme démissionnaire. Je dis, mais c'est pas possible. On connaît chez moi. On ne peut pas me faire ça. Je me suis présenté. On a dit, oui, ok, vous reprenez service. Je dis, tout à fait, mais je n'ai jamais eu de titre d'affectation. Et c'est pour ça que moi, j'attendais, puisqu'en temps, j'ai écrit pour dire que j'étais malade. Donc, j'attendais. Ok, où se trouve le bureau? On m'amène devant un bureau où il y avait déjà un cadre là-dedans. C'est là qu'on demande au cadre de déménager. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que ce serait prêt? On va m'envoyer la clé le lendemain. Ce lendemain, qu'est-ce que je constate? C'est une plainte au niveau du tribunal. Est-ce qu'on voulait vraiment que je reprenne service là? On porte plainte contre moi au niveau du tribunal. On a porté plainte contre moi. Je me suis dit, je répondrai à la justice de mon pays. Je ne fuirai pas la justice de mon pays. Je suis resté. On m'a appelé à la brigade économique et financière. Je me suis expliqué. Et là, j'ai entendu des choses. Parce que je savais qu'à ce niveau déjà, on était allé raconter tout un tas de choses. Mais j'ai apporté les preuves de tout ce que j'avais. Et à ce niveau, c'était réglé. J'ai attendu encore rien. J'avais eu des offres. Mais parce qu'il fallait attendre quand même au niveau de mon pays, s'il y avait quelque chose, j'étais prêt à répondre de ça là. Ben, on a coupé mon salaire au niveau du port. Tout a été bloqué. Bon, j'attendais. Personne ne m'appelait. J'ai dit, bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'avais eu une offre de la Banque mondiale. Et j'étais parti à Haïti. J'étais à Haïti. Quand on m'a envoyé, on m'a déposé une convocation à la maison. Comme quoi, au niveau du tribunal, on me convoquait. Je suis arrivé d'Haïti. J'ai pris contact avec le juge qui m'a dit que lui, il était occupé. C'était une date qui avait été fixée, un rendez-vous. Il m'a dit qu'il était occupé, qu'il fallait repartir et qu'il m'enverrait une autre convocation. Je suis reparti en Haïti. On m'a envoyé une seconde convocation. Je suis arrivé encore. Le juge qui était occupé me dit maintenant qu'il n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le même juge m'a dit qu'il n'était pas prêt. Et c'est lui qui vous convoque? C'est lui qui me convoque. Et c'est lui qui n'est pas prêt? Qui n'est pas prêt. J'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce que moi je vais faire? Il dit, bon, vous repartez, je vais vous convoquer une autre fois. On me convoque une troisième fois. C'était un jour férié. Je suis arrivé quand même. Le jour férié? Le jour férié. Je me suis pointé là-bas. Là. Le juge était là? C'était fermé. Le juge n'y était pas. Et là, j'ai même vu, incidemment, le président de la cour d'appel. Et je l'ai salué. C'est lui qui m'a dit, ah, monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous cherchez? J'ai dit, mais c'est le juge qui m'a convoqué, etc. Bon, je suis arrivé. Vous repartez quand? Je repars lundi. Je dois reprendre mon boulot lundi là-bas. OK. Il dit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est férié. Écoutez, appelez-le demain. Bon, c'est dommage, je n'ai pas son numéro là, mais appelez-le demain. Il vous reçoit et vous allez partir. Le lendemain, j'ai appelé. Le juge n'était pas là. Le troisième jour, j'appelle. Je le trouve au téléphone, je lui dis, écoutez, j'étais là avant-hier. Il me dit, ah oui, c'était férié. J'ai dit, mais c'est vous qui m'avez convoqué. Moi, je suis arrivé d'Haïti. Est-ce que je peux arriver tout de suite là? Il m'a dit non, qu'il n'était pas prêt, il ne me recevait pas tout de suite là. Il va me convoquer après. J'ai dit non, écoutez, ça me coûte de l'argent, c'est moi qui paye. Et chaque fois, je demande des permissions là-bas. Là. Je suis à un poste international quand même. Il me dit, écoutez, vous repartez quand? J'ai dit, je reprends service lundi. Il me faut partir plus tôt. Parce que ça me prend 20 heures de vol. Il faut que je fasse escale à Paris avant de partir. Il me dit, OK, venez lundi. J'ai dit, mais écoutez, lundi, je dois être là-bas. Il dit, c'est tout ce qu'il peut faire pour moi. Je dis, OK, pas de problème. À quelle heure? 9 heures. J'ai appelé Haïti pour leur dire de m'excuser, j'aurai 48 heures de retard. Parce que je me disais, je vais là-bas lundi, je finis, le soir, je prenais mon vol et je partais pour Haïti. Mais je me suis pointé là-bas à 9h moins 2. À 9h, j'ai tapé à la porte. Il m'a dit, oui, je suis entré.
Et il me dit, ben, écoutez, attendez-moi 1 minute dans le hall, je vous prends tout à l'heure. Mais je vous assure, je suis resté là debout de 9h jusqu'à 15h30. Tous les avocats passaient, ils me voyaient, mais DG, qu'est-ce qui se passe? Il ne vous a pas encore reçu? Je dis, non, 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 pas encore, j'attends, il est peut-être occupé. J'essayais de calmer les choses, je suis resté là. Peut-être qu'on avait voulu que moi je parte. Je dis non, moi je répondrai à la justice de mon pays. Je suis resté, c'est à 15h30. Et entre-temps, de temps en temps, il sort de la salle, il met les deux mains en poche, il regarde le ciel, il rit, il rentre encore dans son bureau. Bon, j'ai gardé tout mon calme. À 15h30, il va dans son bureau, il m'appelle. Je rentre et il a fait installer une chaise juste à l'entrée. J'allais vers lui, il me dit, asseyez-vous là. Je suis assis. Et il me dit, oui, lorsque vous étiez directeur général du port autonome de Cotonou, vous avez fait un placement de 450 millions, c'est un détournement. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis, non, mais écoutez, vous-même, vous venez de parler de placement. Un placement n'est pas un détournement. Je n'ai rien fait pour le port, mon compte, c'est pour le port autonome, et ce n'est même pas 450 millions. On a commencé par 600 millions. J'ai tous les documents, je vous les montre. Et il me rétorque en même temps, je ne vous ai pas appelé pour vous écouter, c'est pour vous placer sous mandat de dépôt. À cette reprise, je lui ai dit, écoutez, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est grave, je vous demande de revenir sur votre position. Parce que toutes les fois que vous me convoquez, j'arrive. Il dit, oui, il reconnaît que toutes les fois qu'il m'appelle, j'arrive, mais il me place sous mandat de dépôt. La 7e fois, je lui ai dit, bon, ok, faites comme bon vous semble. C'est comme ça qu'on a appelé, il a appelé le gendarme pour qu'on m'emmène. C'est comme ça que je me suis retrouvé en prison. C'est comme ça que je me suis retrouvé en prison. Pourtant, mes avocats avaient couru, avaient tout fait. Là, c'est le lieu de leur rendre hommage. Et ils savaient de quel juge? Bon, écoutez, c'est le juge, je préfère rendre les choses impersonnelles. Oui, ça, voilà. C'est pas un problème. Oui. Parce que j'en veux à personne, je vous dis. Mais je voudrais tout simplement, en racontant cela, que les gens sachent tout simplement ce qui se passe et qu'il faut arrêter de faire ce genre de choses-là. Nous nous dénigrons en faisant ça. Cela ne nous apporte absolument rien. De toutes les manières, moi, ce petit cœur qui bat en moi est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de place pour la haine. Je n'ai de haine pour personne. Je voudrais tout simplement que nous nous associons pour construire ce pays. Je voudrais que nous nous battions pour reconnaître la valeur des gens et faire en sorte que ça marche. Je sais quand même qu'au niveau d'Haïti, je sais ce que j'ai représenté là-bas et ce que je faisais. La preuve, quand j'étais incarcéré, mais des gens sont arrivés. Plus de 15 personnes. On a envoyé jusqu'à 2 ministres me voir là-bas, au niveau de la prison. Ça veut dire quand même que je faisais un travail. Mais je le faisais puisque béninois, les gens avaient une autre idée, c'est-à-dire bonne idée du béninois. Parce que là-bas, on ne connaît que l'Africain. L'Africain, d'une manière générale, c'est ce que les gens voient au niveau de la télé. Mais ils ont compris qu'il y a des valeurs. Je crois qu'il faudrait que nous-mêmes, nous essayons de respecter cela. Et la procédure a été longue. Vous aviez dit tantôt au début... Vous avez combien de temps en prison? J'ai fait 261 jours en prison. Un peu moins de 9 mois en prison que j'ai eu à faire en prison. Mais aujourd'hui, je dis, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu. Parce qu'après cela même, il était question qu'on me laisse sortir. Parce que là où je travaillais, j'avais un maximum de 3 mois d'absence pour des raisons vraiment de force majeure, des cas de force majeure. Mais on m'a fait faire 261 jours. Ça veut dire, le job que j'avais là-bas, il fallait mettre une croix là-dessus. Juste par ce biais-là. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, je dis, je déplore cela. C'est difficilement qu'on m'a reçu pour m'écouter la première fois. Et là encore, tout ce qui s'est passé, je ne veux même plus rentrer dans les détails. On me demande, ok, écrivez alors pour demander une mise en liberté provisoire. Après, je ne sais combien de mois, parce que tout était déjà capté là-bas. Mes avocats écrivent pour demander cela, on demande que je paye 1 milliard de caution pour que je sorte. Vous imaginez ce que ça veut dire quoi? Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Hein? Et finalement, on traîne tout ça là jusqu'au niveau de la Cour suprême. Et finalement, la Cour suprême a dit non, ce qui a été fait au niveau de la Cour d'appel, c'était bon, il fallait sortir sous caution de 10 millions. Je suis sorti sous caution de 10 millions. C'est une semaine après qu'on a appelé mes avocats pour plaider le dossier. Parce qu'il n'y avait même pas eu de plaidoirie en tant que tel. Ils sont allés là-bas, une semaine, on met ça en différé, une semaine après, en délibéré, une semaine après, on dit, écoutez, non-lieu. Nous nous sommes dit, c'est terminé à ce niveau. Bizarrement, le ministère public fait pouvoir en cassation encore. Et c'est ça qui est parti à la Cour suprême. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on s'est mis en tête que ça va lambiner là-bas, ça va mettre du temps. Mais moi, je continuais toujours de faire confiance en la justice de mon pays. Parce que je sais qu'au-delà de tout cela, il y a Dieu. C'est lui seul qui tranche. Et je suis heureux. Ces avocats, ces magistrats-là qui se sont battus
pour faire en sorte que le droit triomphe, j'ai dit, je leur rends grâce, je leur rends un hommage. Voilà. Et le 10 mai, ça a été tranché. Oui, monsieur Issa, oui, c'est vrai que le 10 mai, ça a été tranché. En première instance, ça a été tranché. Bien sûr, c'est ce que je vous disais. Bien sûr. Il y avait déjà eu... d'appel, il y avait une décision, il y a un arrêt qui confirme la décision. Non-lieu. Et puis, malgré ça... On a fait, le ministère public alors, a fait votre détention est intervenue à quelle période? Avant le non-lieu? Après le non-lieu de la cour d'appel? Non, on m'a arrêté le 6 mars 2000. Oui. Donc, c'est après avoir passé 261 jours que vous êtes... Je suis sorti, c'est une semaine après qu'on a appelé les avocats pour plaider le dossier et c'est là où il y a eu un non-lieu. Bon, de toute façon, je crois que je ne suis pas tellement un praticien du droit. Non, au fait, j'ai voulu donner ces détails pour que les gens voient un peu ce qui s'est passé. Parce que j'ai entendu mille et une choses. On a dit tout un tas de choses. On est allé jusqu'à dire qu'on m'avait arrêté parce que j'étais introuvable dans ce pays. Pourtant, on m'a convoqué 4 fois. Les 4 fois, je me suis présenté. J'ai fait 20 heures de vol. J'ai payé le billet d'avion. Je me suis présenté moi-même. Et on a estimé, puisque ça a été dit publiquement aux journalistes, par une autorité encore de la justice, que c'est parce que j'étais introuvable. Et d'aucuns ont pensé que je fuyais le pays, qu'on m'a arrêté à l'aéroport, m'a fait... Non, je dis, je suis désolé, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais fui la justice de mon pays. Jamais, je ne fuirai jamais la justice de mon pays. Je demande tout simplement que les gens fassent le droit, rien que le droit. Voilà. Alors, une autre question. Vous avez parlé tantôt au début de cet entretien qu'il y avait une commission d'enquête parlementaire qui a duré 9 mois et qui a déposé ses conclusions et qui vous a blanchi. Et pourtant, ça devrait... à quoi servent, excusez-moi, je ne suis pas député, les députés vous ont expliqué leur démarche. Cela devait aboutir à quoi? Vous savez, c'est la première fois... Et je dirais même l'unique fois que cela a existé dans ce pays. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu tout un tas d'acharnements. C'est parce que je ne voudrais pas revenir sur des questions de détails. Mais néanmoins, par rapport à cela, les gens étaient arrivés avec une idée déjà forgée de toutes pièces. Écoutez, on va voir, il y a eu malversation, on verra quelque chose. Puisque au cours de la commission d'enquête, l'un des commissaires allait jusqu'à dire: ah voilà, j'ai vu maintenant le détournement. Mais c'est quoi? Il dit, bon, le solde de tel compte là, au 31 décembre 93, j'ai regardé le relevé au 31 décembre 94, c'est pas la même chose, c'est un détournement. J'ai dit, mais écoutez, là j'étais un peu fâché. Mais j'ai gardé tout mon calme. J'ai dit, même un enfant de CE2 ne raisonnerait pas comme ça. Parce qu'au fait, il faut d'abord voir les états, voir au niveau d'un compte. Quand même, on retire de l'argent, on en met. Pourquoi voulez-vous avoir les mêmes choses? On va encore plus loin. On dit, il y a un procès au niveau du tribunal. Mais vous avez payé l'avocat. Et si vous ne gagnez pas? J'ai dit, mais nous avons gagné. On dit, non. Et si vous ne gagnez pas? J'ai dit, mais écoutez, nous avons gagné. Et en plus, si on ne gagnait pas, l'avocat n'a pas l'obligation de résultat. C'est clair, c'est comme un médecin. Écoutez, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Voilà. On vous opère, vous mourrez. Est-ce que le médecin aura son salaire à la fin du mois ou il n'aura pas son salaire à la fin du mois? Donc, il y a déjà un esprit qui a sous-tendu la chose. Je voudrais tout simplement que les gens comprennent. Quand on va dans un milieu, on veut faire une enquête, c'est pour savoir ce qui se passe. Voilà. J'ai mis à la disposition tous les éléments qu'il fallait. Il fallait vraiment voir les choses d'une manière objective, mais j'ai compris une chose. Quand on a déjà quelque chose en tête, on veut faire partie de quelqu'un, on cherche des raisons. Voilà. Et donc, alors, votre détention a quand même influencé sur votre travail. Vous ne travaillez plus pour le port d'Haïti, parce que là, c'est sur RFI que nous avons découvert un dimanche matin que vous étiez expert auprès pour restituer le port d'Haïti. Là, quelle est votre situation actuelle, professionnelle? Bon, écoutez, je suis à la maison. Je dis à la maison, et c'est pour ça que je dis, c'est dommage que nous perdions des énergies comme ça là. Parce qu'au fait, cette histoire d'Haïti, bon, je suis parti parce que les gens ont vu ma compétence. Et là, dans un premier temps... Par rapport au travail que vous avez fait sur place, pour votre pays. Pour mon pays et pour la sous-région. J'irai plus loin parce que lorsque j'étais au port autonome de Cotonou, tous les autres DG du port venaient ici à Cotonou d'abord demander conseil et voir ce que nous faisions. Que ce soit le port de Lomé, de Dakar, du Congo, d'Abidjan. Le livre d'or est encore là.
Vous pouvez passer, lire un peu le livre d'or, vous verrez un peu ce que nous avons eu à réaliser. Et là, lorsque j'étais déjà au port, j'avais dit que je ferais de tous les cadres-là des experts. Parce qu'il faut que nous vendions aussi notre expertise vis-à-vis de l'extérieur. Je crois que si moi, qui veux faire de ceux-là des experts, moi-même, je crois qu'a priori, c'est parce que je maîtrise mon domaine. Et c'est pour ça qu'on m'a fait appel. On m'a confié l'assainissement d'abord d'un port, le port de Port-au-Prince. Ça a été bien fait, il restait l'application. Et là, une deuxième convention avait été signée pour que je m'occupe de tout le système portuaire d'une quinzaine de ports au niveau d'Haïti. C'était en ce moment qu'on m'avait appelé et qu'on m'avait incarcéré. Vous imaginez un peu ce que ça leur a fait là-bas? Et c'est pour ça que les gens s'étaient déplacés. Pour demander, mais quand est-ce que vous allez arriver? Parce qu'on a besoin de vous. Il fallait aussi présenter un résultat là-bas. Celui qui était responsable du pays devrait présenter un résultat là-bas, malheureusement. Mais je vous dis, je crois humblement avoir fait quand même du bon travail là-bas. Je crois avoir fait du bon travail là-bas. Et les gens le savent, ceux qui étaient là-bas. Il y a des Béninois qui étaient là-bas, qui m'avaient vu, qui savaient un tout petit peu ce qui se passait là-bas. Donc, si vous avez appris au niveau de RFI, c'est lors d'une de mes tournées entre Haïti et Tokyo, que j'étais de passage juste à Paris, et puis des gens m'avaient vu et m'avaient interviewé, et j'avais expliqué un peu ce que je faisais. Moi, je me disais que ça devrait faire honneur à notre pays. Malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, je suis là. Voilà, vous êtes là, monsieur Issa Baroussoulé, vous avez le souffle, c'est ce qui est important. Alors, tous les directeurs ici ont... Alors, je vais vous demander, les 10 millions que vous avez payés comme caution, maintenant que tout est libre, maintenant que vous avez été lavé, qu'est-ce que ça devient? Naturellement, je dois reprendre ça, en principe. Est-ce que vous savez que de reprendre ça? Parce que... Ah si, ça, au fait, j'avais posé, disons, cette question au moment où on me demandait même de payer la caution. Vous savez, ce qui m'a fait finalement accepter de payer cela, c'était surtout mes enfants, mon épouse, ma famille d'une manière générale. Parce qu'au fait, c'était ceux-là qui souffraient beaucoup plus que moi. Moi, je savais que je n'avais rien fait. Vous pouvez demander à ceux qui passaient me voir à la prison de Cotonou. C'est plutôt moi qui les consolais. Quand ils venaient, ils pleuraient. Des amis, même des inconnus qui apprenaient les choses. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça, M. Badarou, avec tout ce qu'il a fait pour le port de Cotonou. C'est moi qui leur disais non, tout ce qui a un début a une fin. Gardez votre calme. Voilà. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai remis les sous. Si j'ai remis ces sous-là, c'était pour sortir. Et là, en ce moment, on m'avait dit, non, paye ça, tu reprendras tes sous dès que ce serait réglé. Aujourd'hui, c'est un non-lieu. Je crois qu'on doit naturellement me remettre mes sous. En tout cas, mes avocats s'en occupent. Voilà, on doit vous remettre vos sous. Monsieur, ici, on sait qu'au Bénin, tous les cadres, hein, tous les directeurs ont quand même une sensibilité politique. Quelle était la vôtre? Et quelle est votre? Quelle était la vôtre et quelle est l'actuelle? Tout de suite, ça me surprend. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie en disant, je ne sais pas si vraiment il faille tenir compte des sensibilités politiques pour nommer des cadres. A priori, je suppose, le Bénin a dépensé beaucoup pour former ces cadres-là. Il y en a qui étaient partis avec une bourse béninoise, ceci ou cela, pour se former. Ils sont arrivés. Je crois que quelle que soit la tendance, c'est des gens qui sont là pour travailler pour le pays. Je ne pense pas, sincèrement, qu'on puisse tenir compte d'une sensibilité, d'une soi-disant sensibilité politique pour nommer des gens. Alors là, on passerait totalement à côté. Mais je voudrais vous dire que je suis un cadre, je suis un technocrate, je travaille pour mon pays. Je sais reconnaître les bonnes choses, et les bonnes choses, je serai toujours avec les bonnes choses. Alors, combien vous avez dépensé pour la campagne de 96 pour le compte du président Soglo? Je suis désolé, vous posez la question au président Soglo. Je ne comprends pas que les gens racontent de ces coups. Voilà encore des montages que l'on fait. Ils sont allés beaucoup plus loin. Je préfère vous le dire, puisqu'au fait, ce que vous dites, c'est peut-être des choses que vous avez eu à entendre. De ces rumeurs-là, il faut tout de suite qu'à travers vous, je réponde à cela. Posez la question au président Soglo. Si moi, j'ai eu à financer sa campagne, je crois que les gens vont beaucoup plus loin. Écoutez, je suppose, le président Soglo, il est responsable. Ok, il ne faut pas que les gens racontent des coups. Ce n'est pas parce que vous voulez détruire quelqu'un qu'il faut raconter des coups. On a dit beaucoup plus. Et c'est justement pour ça, c'est cet argent qu'on est venu voir au port, s'il y avait un trou qui aurait été remis à Soglo. Non, je pense quand même que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il n'y a jamais eu ce genre de relation-là. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. De toutes les manières, avant qu'il ne me nomme, il ne me connaissait pas. La première fois qu'on s'est vu, c'était au moment où il était venu au port, le 25 février 1993, pour faire la visite du port. Mais moi, j'ai été nommé le 23 octobre 1991. C'est seulement là qu'on s'est serré la main pour la première fois. Il a reconnu ma valeur. Et je vous dis, à ce niveau-là, il ne faut pas que les gens racontent des coups.
je reste encore égal à moi-même. Je ne voudrais pas qu'on raconte des coups sur d'autres personnes alors qu'on n'a aucun élément d'appréciation par rapport à ces choses-là. On pouvait aller me voir, me poser des questions, je répondrai. C'est ça que vous faites aujourd'hui. Je vous réponds comme ça. Là. Alors, votre centre BIMI, ça a coûté combien? En fait, c'est un grand projet. Ouais. On n'a pas fini. Combien? Non, on n'a pas fini. C'est quelque chose qui est prévu. C'est pas dans les 450 millions. Je suis désolé. C'est un projet de 30 milliards. C'est un projet de 30 milliards, je vous dis. Et quand les gens disent ça, moi, ça me fait tellement rire. Et là, j'ai dit, il y a eu beaucoup de choses. Savez-vous que les gens sont allés là-bas là, pour casser le portail, pour mettre le fusil sur les gens qui travaillaient là-bas dans le temps, en 96? Voilà des choses qui se sont passées. J'ai gardé tout mon calme. Je trouve que c'est des gens qui n'ont rien compris. Savez-vous qu'on a fait une commission fiscale, un contrôle fiscal personnel? Je voudrais qu'on le fasse à tout le monde. Je voudrais qu'on le fasse. On est allé jusqu'à me demander combien je donne à mon épouse pour la popote. Combien je donne aux bonnes, combien de bonnes j'ai, combien de chauffeurs j'ai, combien de voitures, tout ça là, de tout chiffrer. Ce qui a été fait par écrit. C'est pour évaluer un peu ce que... Qu'on le fasse à tout le monde. Ouais. On me l'a fait. J'ai subi la commission d'enquête parlementaire. 9 mois. J'ai subi le contrôle fiscal personnel, je vous dis. J'ai subi tout ça là. Qu'on le fasse à tout le monde, qu'on tire les conclusions. Je crois qu'on saura qui est qui. Alors, un peu d'argent du port n'est pas allé à Bémis, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vous ai dit tantôt, j'étais parti en Hollande avec mes propres frais. Mais il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Au moment où moi, je m'échignais à faire des choses, savez-vous que déjà en tant qu'étudiant, j'avais une ferme? Vous ne le savez pas. Lorsque j'étais en France, je vais vous apprendre encore une chose. Parce que ce n'est pas la première fois que ces choses-là m'arrivent. Vous savez qu'on m'avait coupé ma bourse pour une raison très simple, qui n'a même pas de sens, je vous dis. Vous savez comment je vivais là-bas là? Non, on ne va pas revenir sur ça. Alors, ça fait quand même un moment que vous êtes en dehors du système. Vous avez quand même fait 9 mois en prison, à la prison civile de Cotonou. Ça vous a permis d'apprécier ce genre de choses. Un certain de situation, la situation politique, socio-économique actuelle de notre pays. Vous êtes un cadre. Qu'on ne le veuille pas, vous avez quand même votre petite idée de tout ce qui se passe. Alors, quelle est votre idée, la vôtre? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais tout simplement qu'il faut que tout le monde se mette au travail. Ce pays a beaucoup souffert. Il faut aller un peu dans les villages. Vous avez devenu prêcheur? Il faut aller... Non, pas que je suis prêcheur. Non, au fait, il faut comprendre. Il faut sortir un peu de Cotonou pour voir ce qui se passe. Même déjà dans Cotonou, tournez un tout petit peu, vous verrez. Allez un peu dans les villages, vous verrez un peu ce qui se passe. Je pense que nous ne travaillons pas assez. C'est ça. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il faut que nous travaillions. Quand vous voyez en Europe un vieillard en train de planter un arbre, vous lui dites, mais toi, qu'est-ce qui se passe là? Il vous dit, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mon petit-fils. Il ne dit même pas pour son fils, parce qu'il a déjà fait pour son fils. Nous devons aujourd'hui travailler pour 3 générations pour que nous puissions sauver ce pays-là. Voilà ce que je demanderais. Il faut que tout le monde travaille. Il faut que tout le monde travaille. Qu'on ait une vision, qu'on ait des ambitions pour ce pays. Je vous ai dit tantôt que si notre pays devient grand, nous serons tous grands, nous serons considérés à l'extérieur. Travaillons, faisons en sorte que le pays soit grand. Voilà ce que je dis. Ah, c'est votre appréciation de la situation. Voilà. La situation socio-économique. Oui, je ne veux pas, a priori, apporter un certain avec nombre... Recul, avec recul. Oui, mais le problème, il faudrait avoir... Je vous ai dit, tournez un tout petit peu, vous verrez ce qui se passe. Mais maintenant, je ne voudrais pas donner, disons, une appréciation approfondie si je n'ai pas des éléments en tant que tel. Je n'aime pas parler en l'air. C'est pour ça que j'ai dit éviter un peu les rumeurs. Je ne fais pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et qu'il faut travailler. Ça, c'est important. C'est très important. Il faut travailler. Le pays en a besoin. Pas encore ça. Il reste encore beaucoup à faire, énormément à faire. Et voilà. Je sais qu'il y a des potentialités. Est-ce que vous avez des ambitions? Vous avez des ambitions politiques, vous? Non, disons, jusque-là, je n'ai jamais fait la politique. J'ai toujours dit, je suis un cadre. Et à partir de là? Il est vrai. Quelque part, des gens disent, voilà, c'est la politique qui est en train de te faire. Je ne sais pas encore que vous m'avez posé la question, je vous ai dit, moi je pense que c'est des hommes et des femmes qui, au fait, mal intentionnés, sont en train de faire certaines choses. Mais nous aviserons le moment venu. Nous aviserons. Mais toujours est-il que ce qu'il faudrait faire pour ce pays, c'est la politique de développement, d'abord. C'est ça. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Ça viendra, je dis qu'on avisera. C'est ça. J'ai des ambitions économiques. Pas politiques. J'ai des ambitions économiques. Ça passera par quelle voie? Je verrai bien, j'aviserai. Alors, M. Badarou, vous êtes quand même un cas de mérite. Vous savez, ici comme ailleurs, ce qui
ce qui est de règle, c'est la particratie. Ça, c'est pour paraphraser. Définissez-moi un tout petit peu Non, la particratie. Il faut être dans un parti pour avoir une portion de pouvoir. Vous n'allez pas quand même rester comme ça, avec tout ce que vous représentez sur le plan intellectuel. Mais vous allez chuter dans quel mouvance? C'est quand même dommage. C'est dommage parce que vous avez posé cette question sous une autre forme. Vous revenez encore et je vous dis... Ce n'est pas propre, c'est pas propre au Bénin. Mais je vous dis la même chose. C'est pas propre au Bénin, la particratie. A priori, je suis contre la particratie. Ouais. Je n'étais d'aucun parti avant que je ne sois nommé DG du port. Je vous l'ai dit tantôt. Je pense qu'il faut tenir compte, surtout pour nos États-Unis, il faut tenir compte de la compétence. C'est très important. Il est vrai. Il y a le facteur confiance, c'est vrai, mais il faut la compétence. Ça ne sert à rien d'aller chuter dans tel parti, échouer dans tel autre parti avec tout ce qu'il y a comme intrigue et tout ça. Ce n'est pas comme ça là. Je vous dis, mettez-vous à la disposition de votre pays, travaillez correctement et c'est tout. Moi je vous dis une fois encore, je n'étais d'aucun parti avant que je ne sois nommé et j'ai fait mon travail correctement. Et je dis, je me suis senti soutenu du point de vue de mon travail. Voilà, vous vous êtes senti soutenu, vous n'avez pas d'ambition clairement politique définie, hein, c'est ce que je retiens. Je vous dis qu'on avisera, le moment venu. Vous allez... De toutes les manières, vous savez, dans le temps, j'étais souvent avec la presse. Ouais. Bon, je me suis dit juste à cause de cette histoire-là, le tribunal s'est réglé le jour où je prendrai une décision. Je vous tiendrai informé. Je le ferai publiquement. Ah oui, ça va être une conférence publique. Bien sûr. Oui, alors, Monsieur Issa, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que ce soit la technicité, le savoir-faire qui prime sur tout ce qu'il y a comme facteur politique, de nomination, tout ça. Alors, vous êtes prêt à jouer un rôle si on vous appelait? Non, écoutez, le rôle, je le joue. Ouais, non, enfin... On n'a même pas besoin de m'appeler avant que je ne joue quelque rôle que ce soit. Si l'État aujourd'hui décide, après avoir vu un peu votre gestion au port, après avoir constaté quand même que vous êtes sorti grandi de cette affaire qui vous a éclaboussé, mais alors, qu'est-ce que vous allez dire? Tout ça, ça doit être étudié. Ça doit être étudié. Écoutez, je vous dis, qu'on me prenne par exemple, qu'on me dise... Écoutez, bon, vous allez être, je ne sais pas moi, professeur d'espagnol. Je vous dis tout de suite, je regrette. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent rien de l'espagnol, qui courent quand même pour être professeur d'espagnol. Ça, c'est une parenthèse. OK, c'est clair. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin nécessairement d'être à un poste donné avant de faire ci ou ça. Un cadre doit pouvoir innover. Partout il est, mais si vous êtes nulle part, vous ne pouvez rien faire. Oui, vous pouvez faire quelque chose. Même chez vous, commencez déjà par chez vous. C'est ça. Vous commencez par chez vous. Et ce que vous faites chez vous, c'est ça qui vous suit. Oui, de toutes les manières, vous savez, j'ai eu une petite discussion avec quelqu'un tantôt, là, avant que l'émission ne démarre. Il dit, avant de nommer quelqu'un, regardez d'abord chez lui. S'il est brouillon chez lui, sachez qu'il sera brouillon là où vous le mettrez. C'est sûr. Alors, donc, Monsieur Issa, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez conclure. Je voudrais tout simplement vous remercier. Et je dis, je rends une fois encore grâce à Dieu. Je voudrais que tous les enfants de ce pays comprennent l'enjeu. L'enjeu, c'est le développement de notre pays. La mesquinerie, la jalousie, la haine, il faut que nous mettions fin à cela. Parce que les gens, d'une manière générale, vous leur faites du bien, ils vous récompensent toujours par le mal. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Je n'avais pas voulu citer de nom, mais je dis, les gens se retrouvent. Les gens se retrouvent, ils se retrouvent, bien sûr. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Ils le savent. Mais je dis, je laisse chacun avec sa conscience. Moi, j'ai, disons, l'espoir et la conviction que les choses marcheraient pour ce pays-là. Ça viendra, c'est sûr. Mais tenons-nous, travaillons et ça doit pouvoir aller. Voilà, ça va pouvoir venir. Travaillons, c'est le dernier mot de M. Issa Badaoussoulé. Comme je le disais en début d'émission, cette émission n'a pas pour but de parler nécessairement de la simple personnalité de M. Issa Badaoussoulé. Vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Il a été quand même le directeur d'une structure qui est le poumon de notre économie nationale. Vous avez suivi depuis quelques années tout ce qui est arrivé au niveau du port de Cotonou. Il était quand même bon que nous l'écoutions de vive voix. Nous l'avons fait ce soir. C'est à vous de tirer les conclusions. Mais nous n'avons pas le droit de tuer nos cadres, car nos cadres sont
comme nos ambassadeurs, ils nous représentent partout. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à vous. À dimanche prochain. Bye bye.